Alors au début, je me souviens très bien, toute première bière que j'ai faite, je pense que ça existe encore, t'achetais un kit et c'était une grosse canette, tu sais, une grosse boîte de conserve en fait, Ouais. et t'avais un extrait de malt dedans. Donc tu sais, l'extrait de malt, c'est une mélasse quoi. Et en fait, tu mets juste ça dans de l'eau, tu fais chauffer, tu mélanges, t'as ton malt, t'achètes tes petits houblons, tu remets dedans, tac tac, t'as ton petit sachet de levure, puis tu fais ton premier brassin comme ça. Tu le goûtes, tu le trouves absolument exceptionnel, alors qu'il est absolument dégueulasse, très clairement. Et puis tu te dis, bah non, moi je veux pas ça, je veux travailler le grain, toi. Donc là, tu commences à acheter le matos pour vraiment moudre ton grain, choisir différents maltes, etc. Jouer avec le houblon. Et donc j'ai commencé, voilà, c'est ça, c'était dans la cuisine, refroidir dans la baignoire, enfin tu vois, le fermenteur dans une chambre, enfin qui tenait pas du tout les températures, ça ressemble à rien. Un Mais peu de bricolage, un peu d'ingéniosité, tu c'est sortais ça, une bière quoi. exactement. Puis après, tu achètes des cuves un peu plus grandes, tu vois, tu passes à 30 litres, puis 50. Parce qu'à chaque fois, en fait, tu dis, ouais, c'est cool, mais comme tu n'arrêtes pas de goûter ta bière, tu n'as jamais l'occasion de la goûter quand elle est vraiment finie. C'est-à-dire, tu vois, tu l'as mise en bouteille, et puis une semaine après, tu la goûtes. Alors, tu dis, c'est pas mal, mais elle n'est pas finie, puis tu la regoutes 2 jours après, parce que tu as vraiment envie de savoir, tac, tac. Et ce qui fait que quand elle ressemble à quelque chose, bah en fait, il te reste une bouteille, quoi. Parce que t'as fait 15 litres et c'est parti comme ça hyper vite. Donc tu te dis, bah, on va faire plus gros, on va faire plus gros. Et puis t'en arrives à un moment donné voilà, à acheter des cuves de 100 litres et faire des brassins de 100 litres avec ce que je te racontais tout à l'heure, des fermenteurs dans des frigos. Et là, tu commences à maîtriser un peu ce que tu fais, quoi. Et c'est intéressant parce que c'est là où tu commences à vraiment réussir à faire la bière que tu avais prévu de faire. Oui. Parce qu'au début, tu sais, tu te dis, tiens, je vais une connerie, mais je vais faire une IPA. Tu la goûtes au final, ça n'a rien à voir avec une IPA parce que c'est trop malté ou c'est pas bien fermenté. Elle est bonne quand même, Mais elle est bonne parce mais que t'es à c'est la côté de tienne, l'objectif quoi. mais ouais, c'est pas ça, quoi. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est intéressant parce que quand tu arrives au matos que j'ai aujourd'hui, bah en fait, toutes les étapes de la fabrication du matos, tu les as faites toi, chez toi, Oui. à petite échelle, mais tu les as faites, donc tu sais comment ça marche. Et ce qui fait que quand il y a une merde, quand il y a un truc qui déconne, ben, tout de suite, tu vas savoir ce qui déconne, donc comment éventuellement passer à côté, le réparer ou changer de procédé sur ce moment-là parce que justement, tu ne peux pas utiliser telle vanne. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Et puis au début, ben voilà, tu fais ça chez toi, pour toi, tu commences à en faire goûter avec des copains, tu brasses avec des copains, et puis au bout d'un moment, tu te dis, ben c'est sympa, tout ça c'est cool, mais ça commence à coûter cher cette histoire. Parce que faut pas se mentir non plus, la première fois où tu te dis je vais faire mes bières, tu te dis ça va me coûter moins cher. Oui. Voilà, si tu as une certaine consommation de bière, tu dis ça va me coûter moins cher. Au final, tu te rends compte que non, et tu dis bah ouais, pourquoi pas la vendre. Sauf que pour les vendre en France, bah, il faut que tu sois déclaré parce que dès que tu vends de l'alcool, dès que tu produis de l'alcool, et c'est encore plus si tu vends, bah, y a des taxes. Donc il faut être déclaré auprès des douanes. Bah, de l'alcool et tout en général. Ouais, Toute activité commerciale. mais spécifiquement l'alcool. L'alcool, c'est vraiment. En fait, on dit souvent, alors on en rigole, mais si tu truandes l'État à cause de l'alcool, tu les truandes 2 fois. Tu fais quelque chose d'illégal et en plus, ils ne gagnent pas d'argent dessus. Donc tu les as volés 2 fois. Donc ils vont te taper 2 fois dessus. Et du coup, depuis quand tu t'es officiellement lancé, que tu as déclaré ton activité? Officiellement, Blast & Beer existe depuis le 20 octobre 2020. Ok. Ouais, Et on d'ailleurs, arrive à la Blast & 3e Beer, année. on n'en a pas parlé encore. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le nom? Parce qu'on a Ouais. quand même une magnifique mise en scène ici. Que certains comprendront pas, mais c'est pas grave, c'est l'esprit de la brasserie. Ouais. En fait, Blast & Beer, c'est assez simple. Donc on parlait de brassage amateur, brasser avec les copains. Donc à un moment donné, je me suis retrouvé à brasser avec un copain qui est là, qui lui est batteur de base. Et on a une passion commune, c'est le black metal. Et dans le black metal, ce qu'on aime tous les deux, c'est le blast. Donc le blast, c'est une façon de jouer de la batterie, voilà, une caisse claire très rapide, avec Très des énergique, pédales, très voilà, violente. ça c'est violent. On adore ça. Donc, et en rigolant, c'est vrai qu'on dit souvent le blast c'est la vie. Voilà, on est un peu con là-dessus. Et donc forcément, quand on a cherché le nom d'une brasserie, bah, il fallait mettre blast, quoi. Et donc Blast & Beer du coup. Et Voilà. ça sonne quand même pas mal. Ça sonne pas mal. Et le logo est un peu là-dessus aussi, même s'il n'est pas très black metal, mais
t'as quand même le côté un peu métal avec la tête de mort, tout ça. Et ça, c'est un copain qui nous a fait ça. C'est vrai qu'il est plutôt raffiné pour du black metal. Ouais. C'est un poil trop dandy, les gars. C'est un peu trop mais très propre. sympa. Ouais. Moi, je trouve sur la bouteille, ça fonctionne bien. Quoi. Et justement, l'idée, c'est aussi, dès le départ, hein, je crois, si je dis pas trop de bêtises, dès le départ, on s'était dit, toutes les étiquettes de nos bières partiront de ce logo-là. Et on changera un détail du logo ou quoi en fonction du style de bière qu'on aura brassé. Mais on aura toujours toujours le logo de la brasserie dessus. Je voulais revenir sur une chose parce que c'est amusant. Tu me disais tout à l'heure que tu as découvert justement le monde de la bière et de la bière artisanale par les bières. Un mec qui faisait que la bière belge. Ouais. Sauf qu'on en rigolait tout à l'heure. Au final, c'est des bières que personnellement on ne consomme pas forcément plus que ça. Tout, ouais. Comment t'en es arrivé justement à découvrir d'autres styles de bière avec les IPA, les NEPA, les sour Et ben après, donc j'ai découvert ces bières-là, c'est des bières belges, donc c'était très sympa. Et puis la mode de l'IPA est arrivée. Et on a commencé à avoir ces bières-là qui étaient vraiment sur sur d'autres saveurs, même d'autres textures, enfin d'autres goûts, que j'ai trouvé vraiment excellents. Et c'est là aussi où on a commencé à avoir enfin en France des bars à bière, des caves qui commençaient à avoir des bières qui viennent d'ailleurs. Et on commençait aussi à avoir des brasseries françaises qui se sont mis à faire des bières de la craft en fait, qui étaient vraiment cool. Et puis une fois que tu mets un peu le gosier là-dedans, c'est trop bien en fait. T'as tellement de saveurs, de styles, de possibilités différentes que c'est infini quoi. Et donc nous, ce qui nous plaît aussi dans la bière, je dis nous parce que moi j'aime ça, je brasse, mais les découvertes de bière, on les fait souvent en commun, tu vois, avec Ben qui est là. Très souvent, on va se ramener une bière qu'on n'a pas goûtée, enfin, tu vois. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. On parlait aussi des sours, des gueuses et des choses comme ça. Moi, il y a 5 ans de ça, tu me proposais ça, je te disais putain, ta bière, elle est infectée, c'est infâme, quoi. Et aujourd'hui, j'adore ça. C'est aussi une éducation du palais. Et donc il faut se forcer, il faut avoir confiance dans ton caviste qui te dit mais si il goûte ça, tu vois, c'est vraiment bien, mais qui t'explique comment ça marche. Et puis au début c'est un peu dur, et puis après tu vas goûter d'autres trucs, et puis ah ouais non en fait finalement ça marche vraiment bien quoi. Après c'est vrai que le palais, souvent quand tu proposes quelque chose d'inconnu, le premier réflexe c'est de le rejeter un peu. Et tu vois, le premier café, le premier verre de vin, tout ça on a rejeté un peu, et à force de goûter des choses, il apprivoise, il comprend comment ça fonctionne, et c'est là où tu apprends à effectivement aimer des styles hyper particuliers. Des trucs vraiment très, très bizarres à la base, et puis au final, moi tu me proposes une bonne sour, là, bien acide, mais bien travaillée, j'adore ça. Quoi. Alors ton style de bière préféré? Ça c'est chaud. Je m'en pas vachement douté. Je m'attendais à un style quand même, mais vas-y je te laisse répondre. C'est chaud parce que ça va dépendre de plein de choses. Actuellement, je pense que mon style vraiment que j'adore, et puis depuis quand même quelques temps, c'est des grosses Imperial Stout, j'adore ça. Mais c'est pas forcément ce que je vais boire le plus, tu vois. À côté, j'adore les vrais IPA sèches, tu vois, avec une belle amertume, etc. Mais tu vois, une Berliner, j'adore ça aussi. On parlait de sour ou de gauze, j'adore ça. Donc toi t'es hyper ouvert, ça dépend du moment. Ça va vraiment dépendre du moment, tu vois. Ton humeur. On va arriver dans un bar à bière, je vois une sour d'une brasserie que je connais pas. Naturellement, je vais essayer de goûter, quoi. Je vais la goûter. Après, je vais l'aimer, pas aimer, mais. Il y a un aspect curiosité quand même dans la démarche. Ouais, le but c'est quand même d'aller goûter plein de trucs, quoi. Puis il y a tellement de brasseries, t'as tellement de. Enfin, c'est infini, quoi, les possibilités, même des brasseries qu'on connaît tous. Tiens, cet après-midi, on a parlé de Popin ou de choses comme ça. Popin, on a beau les connaître, dès qu'il y a une nouvelle Popin, il faut la goûter, quoi. Oui. Tu vois, oui, c'est même vrai. si c'est un style que tu connais, tu dis attends, tiens, c'est la nouvelle, on va la goûter, quoi. Quand Popin sort des sauvages, tu vas les goûter, quoi. Tu as le droit de trouver pas ça bon, ou ça pas bon. Mais, peu importe, peu on importe, a compris. Mais n'empêche qu'il faut la goûter. De mon point de vue. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord. Mais après, voilà, là où je vais vraiment me faire plaisir, c'est sur une grosse Imperial Stout, j'adore ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de celle-ci? Parce que moi, pour la petite anecdote, je t'ai découvert en Bretagne tout à fait par hasard. J'ai goûté ta NEPA à la rhubarbe. Ouais. J'ai trouvé ça cool. Je t'ai appelé. Ouais. Tu m'as dit que tu étais de Cherbourg. Bon, forcément, ça crée un lien un peu. À un moment donné, ouais. Du coup, tu es venu me voir au bar. Ouais. Et tu m'as présenté ça. Et c'est la bière qui est partie le plus vite. Parce que j'ai trouvé ça incroyable. Et pourtant, tu vois, si on parlait de la gamme, moi, c'est une des bières les plus compliquées à vendre.
Ah ouais. Ouais, en fait, parce que j'ai pas que des caves à bière ou des bars à bière en distributeur, en point de vente. Et ça, sur un public qui n'est pas averti, c'est compliqué. Ouais, par contre, on est sur un style bien particulier, ouais, c'est très particulier. des arômes particuliers. Tu as un taux d'alcool aussi qui peut faire ça peut peur à certains rebuter, consommateurs, bien sûr. Et puis voilà, dans cette bière, donc il y a de la poudre d'amande, de la poudre de noisette. Alors je le dis parce que s'il y a des allergiques, il faut quand même faire gaffe. Même si je suis pas sûr que l'allergène soit encore présent là-dedans, mais il faut mieux éviter. Et après, il y a les épices de spéculoos et de la banane. Donc c'est vraiment très épicé, enfin, il y a beaucoup de saveurs. Et en plus, on a mis 7 maltes là-dedans, donc tu as plein de goûts sur le côté torréfié, sur les côtés café un peu, etc. Et ce qu'on disait tout à l'heure aussi, j'ai fait une ébullition, on a fait une ébullition qui a duré 5h30. Donc on a vraiment condensé tous les goûts, tout le sucre. Et voilà, et on est monté à 10 degrés d'alcool, sans ajout de sucre, sans rien mettre de particulier dedans. C'est vraiment que le malt qui a créé ces 10% d'alcool. Donc ça fait une bière épaisse, avec beaucoup de goût et alcoolisée. Mais l'alcool, c'est pas le premier truc qu'on sent, quoi. Ouais, non, absolument pas. C'est vraiment, il est derrière là. On sent, quand tu bois, tu sens que tu bois quand même une bière qui a de l'alcool, mais c'est pas non plus le truc prépondérant, quoi. Non, c'est sûr. C'est notre première en fait, qu'on arrive à faire avoir cette texture là. Et on en est très fiers. Par contre, ça implique une certaine perte sur le brassage. Ouais. Comme tu m'expliquais tout à l'heure, tu es parti de 500 litres 400 litres, ouais. 400 litres. 400 litres, ouais. Et à la fin, tu as tiré combien de litres de bière? On a embouteillé 180 litres. Ok. Ouais, c'est pas rentable. C'est vraiment pas rentable. Mais d'un autre côté, tu vois, ça fait plaisir parce que tu as des gens qui n'iraient pas sur ce type de bière-là quand tu leur présentes. Puis tu leur fais goûter et au final, ils repartent avec 2 canettes, quoi. Parce que, mais faut goûter. Goûter. Quelqu'un qui n'est pas averti va même pas comprendre éventuellement le style de bière. Et ce que je dis souvent aussi, c'est que c'est pas des bières, tu sais, là il est pas très tard, mais c'est pas la bière que tu bois l'après-midi parce que t'as chaud, quoi. Bah, pour le goûter, ça passe bien. Oui, ça passe très bien pour le goûter, mais tu vois, il y a quand même plein de gens pour qui la bière, ça doit être, c'est un truc rafraîchissant. Bon, typiquement, c'est pas ça. Par contre, une bière de fin de repas que tu partages à 2 ou 3 copains, que tu laisses un peu traîner et tout, c'est super bon. C'est vraiment des bières de dégustation, des bières de partage, quoi. Et si en plus tu écoutes un petit morceau de black metal dessus. On a quand même brassé toute la journée au rythme du black metal. Ouais, c'est vrai. Faut pas être sur les nerfs. Hein. Les bières sont blastées chez Blast Beer, tout le temps. Et quand tu as une fermentation qui part pas, tu vois, on met 2 grosses enceintes et du blast à fond. Ça aide. Et, là, c'est fabuleux, quoi. On aurait pu mettre, on aurait peut-être pu faire ça, des enceintes dans le fermenteur. Ce serait ta patte, ta signature. Ouais, il n'y a peut-être aucun intérêt, mais c'est fait que comme ça. Puis il y a un bon risque d'infection, ça peut être sympa. Est-ce que tu peux nous parler un peu du lieu? Parce que nous, on est arrivés, on a été enchantés, on a été accueillis par les chiens, les chèvres, les poules et les canards. Ouais. Et toi, tu es là, tu me fais presque un peu hors cadre, finalement, avec ton univers. Ouais, clairement. En fait, donc, je disais, j'ai ouvert en 2020 officiellement et je brassais dans mon garage. Avec des cuves de 100 litres. Ouais, on faisait du 100 litres. Donc au début, on avait des petits fermenteurs, ça allait très bien. Et puis à un moment donné, on a pris des plus gros fermenteurs. Donc il fallait faire, dans la même journée, on faisait 3 brassins pour pouvoir remplir le fermenteur. Ok, super. Tu vois la journée, on s'amusait, c'était long. Alors on faisait pas sur la journée, on faisait sur le week-end les 3 ou 4. Voilà, donc à un moment donné, on s'est dit, bon, on va acheter du matos un peu plus gros. Ça tombait bien parce qu'il y avait Océus qui vendait le sien, donc voilà, on a négocié. Parfait. C'était parfait. Mais sauf que ça rentrait pas dans mon garage. Donc il fallait trouver un lieu. On m'a proposé ce lieu-là, on m'a dit de rencontrer les gens parce que l'idée de ce lieu, en fait, c'est qu'ils mettent la ferme, il y a une association qui gère tout ça, et ils mettent à disposition des locaux pour des entrepreneurs, des artistes, qui veut lancer son activité, ils le mettent à disposition. Et en fait, le loyer, il dépend de ce que tu vas gagner, quoi. Donc c'est vraiment, pour moi c'était idéal vu que c'est pas mon métier principal. J'ai des mois où je gagne rien en fait parce que j'ai fait autre chose, où j'ai pas eu le temps de m'occuper de la brasserie, donc c'est idéal. Et en plus, je trouve que ça colle bien quand même parce que c'est quand même black metal quand tu arrives le matin et que tu as un bouc qui est à l'entrée de ta brasserie, quoi. C'est vrai. C'est quand même, pour le coup, t'es en plein dedans. T'es pas mal, quoi. Tu ouvres la porte, t'as une chèvre qui vient voir si t'as fini d'empâter, quoi. Qui t'aide à emmener en plus les drèches. C'est ça. Donc c'est assez rigolo. Et puis moi j'aime bien le côté
un peu free, un peu libre du lieu, quoi. Et puis c'est hyper agréable, on a mangé là-bas ce midi, Ouais, c'est super. on était Ouais. trop bien quoi. Et tu vois, je racontais à celui qui nous prend en photo, là, qui filme, la petite pièce, la petite maison qui est derrière, là, en fait, l'hiver, on allume un feu. Et tu sais, quand t'as une bonne journée d'automne, là, où il a fait grisouille, que tu vois les allers-retours, tu t'es tapé avec du malt, tu l'as fait sous la pluie. Dans le froid. Dans le froid. Et quand tu rentres dans la brasserie, il fait 45 degrés. Tu vois un peu l'idée que tu peux, enfin la sensation que tu peux avoir. Et ben c'est bien cool d'aller boire ta petite bière au coin du feu là, posée, tranquille. C'est vraiment super agréable. Et on a fait, c'est en décembre je crois, on a fait ou janvier. On avait fait une soirée conte aussi dans ce coin-là. Ok, cool. C'est cool. Et donc la brasserie, effectivement, elle est un peu à côté de la ferme, mais quand ils organisent quelque chose, ou tu vois, des portes ouvertes, des choses comme ça, bah, là, on essaie, nous, en tant que brasserie, de participer, quoi. Ok. Donc voilà, on essaie de faire partie du truc, même si c'est pas moi qui vais aller m'occuper du potager ou bien sûr. tu vois, mais ça c'est bien différent, mais voilà. Quand je fais ma bière, tu vois, la gauze à la fraise, les fraises, c'est celle du jardin derrière. Ça c'est super. Bah ça c'est cool quoi. En octobre on brasse une bière aux légumes. Les légumes c'est les légumes du potager quoi. C'est-à-dire tu arrives le matin, tu lances toi tout le brassin comme on a fait et puis tu vas chercher les légumes directement dans le potager. Tout frais. Tiens il y a ça, tac, tu prends, tu nettoies, tu mets ça dans le brassin. C'est quand super. même magnifique ça. Ouais. Et puis on a planté du houblon dans un des champs aussi pour voir. Mais avant que ça fasse un brassin. Oui mais bon, faut essayer. Mais voilà, ouais non c'est rigolo. C'est rigolo et puis on est bien là, ça fait une petite famille, c'est cool quoi. Et puis il y a du monde qui passe toute la journée, tout le monde s'entend bien. C'est Ouais, très familial, ouais, ça, effectivement. ça va plutôt pas mal, ouais. J'ai des clients qui viennent de temps en temps, mais t'as plein de squatteurs. Non, mais ils sont rendus service parce qu'ils ont quand même préparé la bouffe et tout ça. Ah oui, non mais, ouais. Non, mais Blastenbier, en fait, c'est une grande famille, tu vois. Blastenbier, il y a moi officiellement, quoi. Mais à côté de ça, bah, t'en as un qui vient filer un coup de main à brasser. Il y a Seb à côté, c'est l'embouteilleur officiel, quoi. Tu vois, l'embouteillage, je dis pas de bêtises, c'est 10 à 12 heures de boulot, quoi. Ouais. Et alors, on enlève le nettoyage, mais juste l'embouteillage, on va être sur quoi 5 heures. C'est quand même vachement plus cool de le faire à deux. Ça va 2 fois plus vite. Évidemment. Et donc c'est quand même bien agréable quoi. Bon en échange j'y repars avec des bières hein, mais... Ah non j'aurais pas dû dire ça. Bah t'as un frigo chez toi non? Donc non voilà, après oui, Blastenbier. Et puis tous là on participe aussi à des événements avec d'autres copains brasseurs, etc. quoi. Non, Donc, on en parlait tout à l'heure rapidement. La bière craft en général, il y a quand même une notion de grande famille, de partage, et c'est quand même plutôt cool. Les gens se rendent service, on organise des événements, tout le monde s'entend bien, se prête du matos, se dépanne d'un fût, d'un truc. Enfin, ouais, c'est plutôt, ça marche plutôt bien, même des brasseurs tu vois qu'on connaît pas, qu'on va rencontrer en salon. Même si on n'est pas du tout du même milieu, qu'on fait pas les mêmes bières, ou il y en a certains, tu vois, ils écoutent du reggae, des trucs comme ça. Donc normalement, ces gens-là, on leur parle pas trop, mais là, on va leur parler. Et c'est vrai qu'assez rapidement, en fait, on peut échanger, on échange sur tout, quoi. Et effectivement, t'es en galère ou tu te poses une question sur un style de bière que tu voudrais faire, tu sais pas trop. Tu demandes à un brasseur qui lui en a déjà fait. Je suis jamais tombé sur un brasseur me disant ah non, je vais pas te dire comment j'ai fait ma dernière NEPA, tu vois. Il va quand même te donner la petite astuce qui fait que bah, toi tu vas gagner du temps en fait. Et bah, on a un ennemi commun, hein, c'est les grosses industries, hein, donc on va pas se foutre sur la tronche alors que sur la craft il y a de la place bon, en ce moment c'est un peu compliqué mais voilà, on est plus à essayer de se fédérer un peu et contre justement lutter contre ces bières industrielles là, qui ressemblent à rien, où il n'y a que des arômes, du sucre. Et c'est limite s'ils remettent pas de l'alcool à brûler pour avoir un peu d'alcool. Non, j'exagère. Mais non, tu vois, ouais, la plupart du temps, ça se passe plutôt bien, quoi. Et puis souvent, c'est des grands enfants. Hein. Donc oui. on rigole. Hein. C'est important. Ouais. Pouvoir travailler en rigolant. Quand même, on a quand même cette chance. Et puis t'en as plein qui ont plein d'idées à la con. Hein. Donc, ouais, vous êtes friand d'idées à la con, j'ai remarqué quand même. Ouais, les gens que vous appréciez dans votre entourage proche, brasseurs ou non brasseurs, en général, sont des gens qui ont beaucoup d'idées à la con. Ouais. C'est plutôt des gens où tu t'ennuies pas trop avec eux, quoi, tu vois. C'est quoi votre prochaine bière avec une idée à la con? Est-ce que tu as un truc là où tu dis j'aimerais bien faire cette bière là et il faut que tu te lances? Ouais, on l'a déjà faite.
La bière aux légumes, on l'a déjà faite. J'aimerais bien. Est-ce que tu l'as appelée Blast in Roaco ou pas? Non, alors par contre, tu rigoles, mais elle s'appelle Blast in a Cooking Pot. T'as vu comment je l'ai dit? Ah, je suis fier, Ça je suis sonne fier bien. de moi là. Parce que j'ai mis des mois à réussir à la prononcer. Mais par contre, tu parlais de Royco, alors on va pas faire de pub, mais de fait, la première qu'on a faite, la première fois que j'ai goûté au fermenteur au bout de 2-3 jours, tu vois, je goûte, franchement, c'était la souplier Big là. Tu sais, là, tu bois le truc, tu dis, ah ouais, et là, tu bois le truc, tu dis, ouais, on a peut-être un peu déconné là. Il manque que des croutons, quoi. Ça, ouais, c'est ça, tu mettais fromage crouton et t'étais bien. Et là, non, on déconne. Et puis en fait, bon, ça s'est posé, tu vois, dans la fermentation. Et puis au final, c'était, non, tu buvais vraiment une bière avec des légumes, quoi. Mais ça, c'était cool. Non, bière à la con, on voudrait faire une pastry à l'avocat. Mais bon, est-ce que c'est un truc à la con? Je sais pas trop. C'est engagé quand même. Ouais. Bah, alors si, une bière à la con, mais je sais toujours pas comment faire. Je voudrais faire sans doute une sour ou une berliner avec des épinards. Ok. Ouais. Mais là, il va falloir un tracteur d'épinards. Parce que l'arôme d'épinards, c'est quand même compliqué, Bon, quoi. va falloir charger. Il va falloir vraiment charger et je sais pas du tout comment je peux faire ça. T'as pas peur du rendu au niveau de la couleur? Justement, ça peut être cool, quoi. Ça peut être vraiment cool. Bon, après, il y a des techniques, tu vois, que j'ai appris avec d'autres brasseurs. Tu vois, des teintures, des choses comme ça. C'est-à-dire, tu peux prendre des épices, par exemple, tu les mets dans de l'alcool blanc, et tu les fais macérer, après tu filtres, et là, tu récupères vraiment l'arôme de ton épice. Et donc, ça te permet d'en mettre moins dans ton brassin Ok. et d'être sûr que tu es vraiment sur l'arôme. Mmh. Donc ça, c'est des choses que je connaissais pas, et c'est en discutant avec des brasseurs que j'ai appris ce truc-là, et ça marche très bien. Et n'empêche que tu peux toujours dire, j'ai quand même mis de la vanille. Oui. Là, j'ai utilisé de la vanille que j'ai fait macérer et j'ai filtré, mais j'ai mis de la vanille. J'ai pas acheté un sachet une fiole d'arôme de vanille synthétique là, que j'ai rajouté dedans, quoi. Ça se fait pas trop dans la craft quand même, hein. Non, ça se fait pas. Non, ça se fait pas, c'est totalement interdit. Et c'est aussi pour ça qu'on est quand même plein de brasseurs avec le syndicat, le SNBI, Syndicat National Brasseurs Indépendants, à militer pour que sur nos étiquettes, il y ait une obligation de mettre absolument tout ce que tu mets dans ta bière. Mais Ok. vraiment tout. C'est-à-dire, si tu as mis des arômes, tu mets arômes. Parce que tu as des gens, ils vont te dire, moi ça m'arrive à tous les marchés, tu leur dis, ben voilà, ma bière la fraise, ils la goûtent, ils disent, ouais, c'est quand même pas aussi. C'est pas un jus de fraise, quoi. Et puis elle est pas rouge. Et puis là, tu regardes les gens, tu dis, mais t'as déjà mis une fraise dans de l'eau là? Tu vas voir, elle est blanche, hein, ta fraise. Et tu auras un tout petit peu de rosé. Si les bières industrielles elles sont rouges, c'est parce qu'ils ont mis des colorants. Si elle est aussi sucrée, c'est parce qu'ils ont rajouté du sucre et c'est du sirop de fraise qu'ils ont. Et des fraises en plus, qui tu sais pas d'où elles viennent, quoi. Et ça, ils sont pas obligés de le mettre. Et donc toi, tu es à côté, tu dis, ouais, moi j'ai mis des vraies fraises, j'ai mis 15 kilos de fraises. Et ben ça, tu peux pas le valoriser en fait. Et donc les gens, ils comprennent pas. C'est dommage. Et ça, je trouve ça dommage, ouais. Moi, j'aimerais bien que tout brasseur qui met un arôme, qui met un extrait de houblon, par exemple. Aujourd'hui, tu peux mettre, tu as une petite fiole là, que tu achètes, et en fait, c'est de l'extrait de houblon. Ok. Ok. Mais t'as pas mis 1 gramme de houblon dans ta bière. Tu as mis un extrait de houblon. Alors sur pas mal de bières indues, c'est marqué par contre extrait de houblon. Il commence à y venir. Ouais, ouais. Je pense qu'ils commencent à avoir peur. Alors ça fait quelques années qu'ils ont peur déjà. Mais, bah ouais, mais parce que nous, quand on met du houblon, t'as bien vu aujourd'hui. Ah bah on n'a pas oublié le houblon, ça c'est sûr. On met du houblon, quoi. D'ailleurs, il faudra pas oublier les levures non plus, hein. Ouais, c'est ça après. La private joke, ça coupe. Oui, il y a des brasseurs qui oublient de mettre des levures dans les bières. Et alors, c'est pas grave. On fait des bières sauvages sans rajouter de. C'est vrai, mais là c'était pas le projet. C'est pas le projet. Ouais, il n'est pas sauvage, je suis pas sûr que c'est terrible. Je suis pas Non, hyper ouais, convaincu non plus. Ouais, Et d'ailleurs, en parlant de projet, puis on va finir là-dessus parce qu'après, on va quand même nous rentrer à Chabourg, on a 4 bonnes heures de route. Ouais. Tes projets de manière générale avec la brasserie, enfin vos projets pour les mois ou les années à venir? Bon, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrive à stabiliser, tu vois, l'activité, à gagner un peu plus de points de vente et donc à augmenter un peu notre débit, faire plus de fûts et être plus présent dans les bars, parce que c'est quand même, toi, on parle de la bière et tout ça, c'est cool, mais le lieu où tu bois de la bière, c'est comme un bar, quoi. Ouais. Et alors, j'adore boire des coups avec les copains, tu vois, à la maison, c'est super, mais le bistrot, quoi. Et j'aimerais bien être dans plus de bars, tu vois, et permettre aussi à des gens qui n'ont pas forcément accès à la craft beer parce qu'ils ne vont pas dans des bars à bière, qui puissent dans leur bar du coin aller se goûter une vraie petite NEPA, tu vois, un truc con, mais au moins une fois dans leur vie, ils auront goûté de la NEPA, quoi. Ce qui Et est, pas à des prix exorbitants, quoi. ce qui est
entre guillemets hyper compliqué parce que pour rappel, la plupart des bars sont liés par des contrats brasseurs qui les obligent. En fait, le brasseur, le distributeur va financer l'installation de la tireuse et c'est très cher, très très cher. Et du coup, ça les oblige après à prendre les bières que chez eux, de ce distributeur. Alors donc, après, tu as des petits barman, tu vois, ils sont pas idiots et ils disent ouais, mais tu vois, j'ai acheté une petite froid sec là, c'est ma tireuse. Tu peux aussi faire comme nous, c'est passé, on a fait ce qu'on voulait et un jour ils ont toqué et le pote qui avait le bar avant moi a dit combien je vous dois. Il a fait un chèque, fin de l'histoire. Ça marche. Et donc c'est vrai que nous aujourd'hui, on a 8 becs et on met ce qu'on veut quoi. Ouais, c'est ça. Mais dans plein de bars, c'est vrai qu'ils sont, ils sont sous contrat avec des grands distributeurs. Et moi, j'ai aucune envie de bosser avec des distributeurs. Bah, bien sûr. C'est absolument. Donc l'idée, c'est ça, et puis c'est de continuer à faire. En fait, l'idée, c'est vraiment de réussir à stabiliser pour qu'on continue à s'amuser, qu'on continue à faire des bières à la con, et puis qu'on continue à aller dans des festivals, rencontrer les gens. Et si en plus on peut gagner un peu d'argent, ce serait cool, quoi. Ouais, mais c'est le dernier des critères presque. C'est pas le premier pour l'instant. Ouais. Enfin, ce que j'aimerais bien, c'est que ça arrête de me coûter des sous à moi. Oui, ce serait une bonne première étape. C'est le premier truc. Mais au-delà de ça, non, on sait très bien qu'on ne sera jamais millionnaire avec de la bière, quoi. Enfin, nous, en tout cas, on ne le sera pas. Pas en faisant ces bières qu'on fait. Toi, on parlait tout à l'heure, tu as vraiment envie juste de faire des bières qui te font kiffer ou marrer. C'est ça, le principe, il est là, quoi. C'est Blast and Beer. Ça fait kiffer ou ça fait marrer. Blast and Beer. Tu vois. Et du coup, on est venu aujourd'hui, on va quand même finir là-dessus. Moi, je t'avais demandé de faire une grosse NEPA, donc une double NEPA. Donc, NEPA, c'est New England IPA. Donc, on va dire que c'est un style d'IPA qui est pas amer ou avec une amertume modérée. Ah, très modérée, ouais. Voilà. Celle-ci va titrer à 8 degrés, 8,5 peut-être. Ouais, si on a été bon, ça. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de la recette que tu nous as concoctée, qui sera dispo du coup en exclusivité au Radar Binge bientôt? C'est ça. En fait, la recette, on est parti sur vraiment une base de NEPA, pure NEPA, donc avec beaucoup d'avoine, parce que c'est la base dans une NEPA. Mais j'ai mis aussi du blé dedans. On en a parlé ce matin, justement, tu vas avoir l'épaisseur de l'avoine, la texture de l'avoine, et le blé, en fait, il va ramener le côté trouble du blé déjà, et la tenue de mousse, qui est quand même vachement plus sympa que celle de l'avoine. Les deux ensemble, ça marche bien, on l'a déjà fait, ça marche très bien. Et en plus, il y a du PLL, donc le malt de base, qui en passant est malté chez Yermalt, malteur de Saint-Avé, à Vannes, à côté de Vannes, qui ne malte qu'avec de l'orge bio bretonne. Donc ça, c'est la base de notre recette. On a fait un gros palier à 66-67 degrés pour aller choper la rondeur et l'alcool, enfin les sucres qui vont créer un peu de rondeur et les sucres qui vont créer de l'alcool. Voilà, ça c'est vraiment la base de la recette. Et derrière, on a fait un gros houblonnage alors ce qu'on appelle le whirlpool, en fait, c'est au moment du refroidissement, à la fin de l'ébullition. On n'a pas du tout mis de houblon dans l'ébullition parce que l'idée c'était vraiment d'aller chercher que l'aromatique du houblon et pas l'amertume. Et comme tu m'avais dit que tu voulais un gros jus de fruits, fruits tropicaux, etc., que tu étais un fan de Sabro, je suis parti sur une grosse base de Sabro et je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui pourrait aller avec le Sabro pour avoir les fruits tropicaux, etc. On est parti, donc Sabro à fond, Azaka et puis un petit peu de Motueka aussi. Pour équilibrer un peu tout ça parce que sinon ça va être un peu bourrin, quoi. Et rien connaît, ça fait un chouette cocktail. C'est pas mal. On est juste au début presque du truc et c'est hyper prometteur, quoi. Si ça marche bien, on sera vraiment sur un jus de fruits à 8,5 degrés, épais, juicy comme on dit là. Tu vois, ça devrait être pas mal et vraiment sur l'arôme, arôme. Et c'est cool. Et puis c'est des houblons nobles, donc c'est vraiment intéressant de bosser avec ces houblons là, quoi. Ouais, en tout cas, j'ai extrêmement hâte de goûter ça, déjà moi personnellement, et puis après de faire découvrir aux gens qui viendront au bar. Merci en tout cas Simon pour l'accueil que tu nous as réservé aujourd'hui. On a passé une excellente journée, tant mieux. On a bien brassé, on a bien rigolé, ouais. Et puis du coup on se retrouve dans quelques semaines maintenant pour un TTO. Où on va bien rigoler. Où on va, je pense, très très bien rigoler. Avec tes copains de chez les Bières de l'Apocalypse, voilà. Que j'ai rencontré lors du festival qu'on a organisé il y a très peu de temps, qui s'appelle Au bord de la mer. Ouais. Et donc là, l'idée, c'est de faire un double TTO avec vos deux brasseries. Donc en gros, je vous confie 8 becs, vous mettez ce que vous voulez dessus,
et on fait goûter ça à tous les gens qui le voudront, quoi. C'est ça, ouais. Et là, on va bien se marrer. Ça promet une belle soirée. Je pense que ça... Et puis en plus, avec des petits concerts si on peut. C'est ça ? Normalement, vu que vous êtes tous les deux branchés métal, on va essayer d'organiser un chouette concert pour agrémenter tout ça. Donc rendez-vous le 24 novembre. Ouais, c'est ça. Voilà. Et on va bien se marrer, on va goûter des bons produits, je pense. Ouais, je pense que... Faudra tenir sur la durée, par contre. Ouais, mais nous, il n'y a pas de souci. Hein. Moi au moins. Voilà. Nous, on a l'habitude. Merci infiniment, Simon. Cool, ouais. Merci beaucoup. Ah, avec plaisir.